Alors, Zora Zerougui, conseillère pédagogique à ESSAGE, comme m'a présenté Marie-Pierre Bidal. Je fais partie du groupe de pilotage départemental sur les EIP et conseillère pédagogique auprès de Patrick Fontaine sur la circonscription de Soisy à ESSAGE. Florence Balitou, directrice de SECPA au Collège La Justice, également enseignante spécialisée et psychologue. Dans un autre département, j'étais psychologue scolaire. Voilà. Et directrice. Donc la grille d'observation qui est en ligne sur le site de l'IA, en réalité, est un support d'observation et d'échange sur les situations où on suspecte, où on se questionne quant à l'existence d'une précocité chez un enfant. Mais c'est vrai qu'à elle seule, cette grille-là permet de se questionner, mais ne permet pas de poser le diagnostic, qui doit passer par une psychologue et le fameux WISC 4 et le QI. Les items. On a repris les items au moment de la présentation que je vais vous faire. Donc, on a repris l'ensemble des items qu'on a recatégorisés pour en remettre de l'ordre. Mais bon, vous les retrouverez au fur et à mesure de ma présentation. Elles regroupent donc deux particularités, les caractérisant le fonctionnement des enfants intellectuellement précoces. À la fois... Oui. Oui, parce que sur la grille départementale, enfin, sur le document que nous avons mis en ligne, il y a une... On m'entend bien. Voilà. Sur le document qui est en ligne, il y a une grille d'aide au repérage. Donc, il y a un certain nombre de caractéristiques et nous allons vous présenter ces caractéristiques par une catégorie, par deux types de catégories, types de particularités. D'une part, les particularités psychologiques et comportementales, et deuxièmement, ces items regroupés sous forme de particularités du fonctionnement cognitif. Et j'interviendrai ensuite, puisque Florence plutôt dans la partie psychologique et moi plutôt sur la partie pédagogique, donc comment mettre en place ces adaptations pédagogiques au regard de ces particularités. Donc, la porte d'entrée pour comprendre le fonctionnement des enfants intellectuellement précoces, c'est une porte d'entrée simultanée. C'est-à-dire qu'il faut à la fois prendre en compte le fait qu'ils présentent une intensité de la pensée qui est hors norme, qu'on retrouve en général par un sens de l'observation qui est extrêmement acéré. Et puis, simultanément, on observe également une intensité sur le plan des réactions émotionnelles et affectives. Ce sont des jeunes, des enfants qui sont à fleur de peau, mais qui sont aussi paradoxales. On le verra ensuite un petit peu plus loin. Donc, au niveau de l'intensité de la pensée, pour développer mes propos, je dirais que ça se repère dans leur regard qui est particulièrement scrutateur. Ils ont une curiosité et une grande avidité de compréhension de tout ce qui recouvre les questions existentielles, de type l'univers, de type aussi l'évolution de la vie. Leur observation et leur jugement est également particulièrement acéré lorsqu'on prête un tout petit peu attention à leurs remarques. Ils sortent vraiment, on sent qu'il y a une maturité en tous les cas dans leurs remarques qui fait rupture par rapport à leur classe d'âge. Sur le plan de l'intensité émotionnelle, ils ont une particularité au niveau de leurs 5 sens qui sont exacerbés. Certaines études mettent en avant que sur le plan auditif, ils seraient capables d'entendre certaines fréquences que habituellement les autres n'entendraient pas. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que cette exacerbation émotionnelle entraîne, une exacerbation des 5 sens entraîne des turbulences sur le plan émotionnel qui est très difficile pour eux à maîtriser et qui est par conséquent à la fois l'intensité de l'observation et de la pensée et à la fois l'intensité émotionnelle et affective sont à l'origine d'une anxiété qui est diffuse parce que quelque part ils sont presque trop lucides par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Cette anxiété diffuse, il faut savoir qu'elle recouvre 2 aspects. Un aspect manque de confiance en eux,
Alors, ça recouvre ou c'est les conséquences, bon, c'est l'œuf ou la poule, on ne sait pas bien. Mais en tous les cas, donc, il y a un manque de confiance en eux, mais il y a aussi un manque de sécurité interne. Ce manque de sécurité interne, on le repère dans le sens où ils n'ont pas d'amortisseurs ou des faibles amortisseurs entre ce qui se passe autour d'eux et puis comment ils reçoivent les événements. Voilà, pour essayer de reprendre la main par rapport à cette difficulté à canaliser à la fois leurs pensées qui s'enchaînent à toute vitesse et également l'émotionnel, ils cherchent à reprendre la main en reprenant le contrôle. Et une de leurs caractéristiques est ce besoin de mettre en permanence du sens, donc de comprendre, se réapproprier la situation, mais aussi de maîtriser, de reprendre le dessus pour pouvoir fonctionner. Alors, une des choses qui peut attirer l'attention, et en tous les cas à chaque fois qui est vraiment révélatrice, c'est leur rapport au langage qui est très particulier. C'est-à-dire qu'ils ont une interprétation qui est littérale des mots. Tout est pris au premier degré, ce qui est assez paradoxal. Ils ont donc des difficultés d'ordre sémantique. Alors, je donne un exemple. Par exemple, lorsqu'on leur dit lâche ton stylo, eh bien, ils vous répondront non, c'est pas un stylo, mais c'est un crayon. C'est-à-dire que vraiment tout est pris au premier degré. C'est un problème au niveau des consignes à l'école. Un exemple également, lors de situations problèmes, on leur demande donc de compter combien est-ce qu'il y a de pattes de moutons dans un troupeau, sachant qu'il y a tant de moutons. Un enfant EIP aura comme type de réponse « je ne peux pas savoir parce qu'on ne me précise pas s'il y a des moutons handicapés dans le troupeau ». Voilà. Du coup, eh bien, ils ne produisent pas de réponse parce qu'au démarrage, il y a une interprétation qui est différente d'éléments qui, au premier abord, sont très simples. Ce qu'on repère également, qui est une de leurs grandes caractéristiques, c'est un fonctionnement qui est paradoxal. Alors, paradoxe de la pensée, puisque celle-ci peut paraître, je dirais, inadaptée avec des réponses qui sont complètement à côté, des étourderies, sur les tâches qui sont simples, qui sont élémentaires, et puis l'instant suivant sur une tâche qui est plus complexe, eh bien, il peut y avoir des fulgurances et des pertinences qui interpellent l'enseignant. Et ce contraste-là, dans les réponses, est également un indicateur. On repère également un paradoxe de la réactivité émotionnelle et affective. Alors, il passe, je dirais, d'une position téflon, c'est-à-dire où tout glisse, où ils paraissent totalement indifférents, totalement insensibles, sur des faits qui pourraient faire réagir la majorité des élèves, des enfants, et puis l'instant suivant, sur une petite chose, mais qui a un écho particulier pour lui au niveau émotionnel, et bien là, on se retrouve face à des réactions complètement disproportionnées, il est hors de lui, et donc, et parfois même difficile à raisonner. Donc, on est sur un phénomène d'alternance entre des joies qui sont très expansives et l'instant suivant, c'est également le passage de l'un à l'autre. L'instant suivant sur un sentiment de grand désespoir avec une verbalisation d'idées suicidaires qui peuvent passer l'instant suivant. Ils se retrouvent à nouveau tout à fait guillerés quand ils sont confrontés à quelque chose qui leur fait plaisir. On est également face à un paradoxe des mécanismes attentionnels. Ils peuvent paraître hyper concentrés sur certaines tâches lorsqu'elles stimulent leur pensée. Et puis par contre, complètement ailleurs, absents le reste du temps. Et au niveau du comportement, ce sont des enfants qui sont de toute façon très difficiles à cerner parce que très labiles. Ils peuvent être perçus par l'observateur comme étant très autoritaires, impulsifs, indisciplinés, cherchant toujours à avoir le dernier mot, à avoir le dessus sur l'interlocuteur. C'est ce que je faisais référence tout à l'heure à ce besoin de maîtrise. Et puis à d'autres moments, paraître très vulnérables, très fragiles. Voilà. On pourra approfondir assez rapidement ces points-là et je passe la parole à ma collègue, Madame Zerougui. Alors, concernant les particularités psychologiques et comportementales, quelles réponses apporter?
avant d'y répondre, il convient juste de rappeler que l'enfant intellectuellement précoce, d'une part, est extrêmement dépendant du rapport affectif de l'adulte. Donc, s'il sent qu'il est aimé par son professeur, les résultats scolaires vont être... il va davantage investir, se mobiliser dans son enseignement. En revanche, il peut complètement se désinvestir s'il n'apprécie pas ou sent qu'il n'est pas apprécié par son professeur. Donc, il est extrêmement dépendant du rapport affectif et ça se ressent aussi dans ses notes qui peuvent être en dents de scie. Et comme il a un fonctionnement paradoxal, il est à la fois aussi, il a une très forte indépendance d'esprit qui l'amène à être davantage critique et donc à se rebeller plutôt qu'à se conformer. Alors, j'ai un exemple d'un élève de 6e, Pierre, cette situation a été relatée par un principal de collège qui conteste en permanence, qui est dans une attitude tellement contestataire. À la fois, il conteste l'autorité de l'établissement, du professeur, mais également les savoirs transmis. Car rien n'est pris pour argent comptant, et donc le savoir peut être également un jeu d'opposition. Alors, il avait contesté en histoire la déesse qui figurait sur son manuel, qui ne portait pas le nom indiqué. Donc, une contestation parmi d'autres, il a fini dans le bureau du principal, et pour l'apaiser, échanger un dialogue avec cet enfant, ils ont fait des recherches, et effectivement, cette déesse porte bien deux noms, le nom qui est sur le manuel et le nom que l'élève connaissait. Bon. Ce qui est important dans cet exemple, ce n'est pas trop le nom de la déesse, puisque le principal ne l'a même pas retenu, je ne l'ai pas su, mais surtout de voir comment un élève à fort potentiel, avec des connaissances remarquables, a été exclu fait en sorte, de par son attitude, d'être exclu de cours. Et cette succession d'exclusions finit justement par des situations extrêmement préoccupantes, voire à des décrochages scolaires. Alors, quelle réponse l'établissement peut-elle apporter? C'est déjà de poser un cadre structurant pour assurer le IP. Qu'est-ce qu'on entend par structurant? C'est-à-dire une cohérence des décisions concertées entre l'équipe pédagogique de sorte qu'il ne trouve pas la faille. Car si l'équipe en elle-même ne tient pas le même discours, alors là, c'est mort. Bon, donc c'est un minima, mais c'est pas toujours évident, je sais bien, mais c'est que les règles posées soient annoncées, clarifiées, et on s'y tient. De sorte qu'il va pouvoir être, enfin, pas lui, pardon, de sorte que l'équipe va pouvoir faire preuve de tolérance, être bienveillante. Ça signifie dédramatiser. Dédramatiser son esprit de contestation. Dédramatiser quand il commence à s'emporter. Je sais que ce n'est pas facile non plus, mais de ne pas rentrer dans son jeu d'opposition. Et donc, on peut prendre, quand on peut, faire un peu d'humour. Voilà, en lui disant ah bon, la déesse, elle ne porte pas ce nom, qu'est-ce qui te fait dire? Voilà, et hop, on descend. Sinon, c'est une avalanche de rapports de force. Et comme il est au niveau de la justice, il est vraiment à fleur de peau, bon, bien, on essaye de descendre et on descend avec un peu d'humour. Et faire preuve de tolérance, c'est d'accepter que ces connaissances, on peut aussi les valoriser. Et le deuxième nom de la déesse, par exemple, aurait pu être au service de l'apprentissage et on aurait pu compléter le cours. Bon, c'est un exemple tout simple, mais c'est des petites stratégies qu'on peut mettre en place, qui ne sont pas très coûteuses et qui permettent de désamorcer cet esprit de contestation qui peut aller très très loin. Alors, ah oui, alors coopération, pourquoi? Puisque ces connaissances, elles ne sont pas contre les autres, il ne fonctionne pas autrement que les autres et donc en opposition, mais ces connaissances peuvent être au service aussi de l'enseignement. Le lien avec les parents est à resserrer, de sorte que cette cohérence d'attitude au sein de l'établissement doit également s'élargir avec la famille pour être contenue. Il a besoin d'être apaisé, il a besoin de sentir que les règles posées sont structurées, elles sont sûres,
et elles sont sur, de façon élargie, école et famille. Ça va lui permettre, ce que je disais, d'être contenu dans un cadre plus large et donc le rassurer. Voilà une des réponses possibles. La logique du fonctionnement EIP produit également des particularités sur le plan cognitif que je vais développer. Ainsi, la porte d'entrée également pour comprendre leur irrégularité dans les réponses qu'ils peuvent donner repose sur le fait que la mise en route des processus cognitifs ne s'effectue qu'à partir d'un certain seuil de stimulation intellectuelle. En deçà, le cerveau ne se met pas en route et donc on est face à une production de réponses qui peuvent être complètement à côté, voire qui peuvent paraître idiotes. Donc pour fonctionner, ils ont besoin d'une complexité, de trouver en tous les cas de l'intérêt à ce qui est proposé, d'avoir donc à la fois un contexte stimulant sur le plan intellectuel, mais aussi stimulant et bienveillant sur le plan relationnel, sur le plan affectif. Parce qu'ils ont également une forte sensibilité, comme je le disais, et lorsque le courant ne passe pas éventuellement avec certains enseignants, eh bien ça peut bloquer cette mise en route aussi des processus intellectuels. Donc on observe de l'agitation dans ces cas-là, de la rêverie, de l'ennui classique sur tout ce qui est activité de routine et d'entraînement. Et puis, un paradoxe au niveau de la mémorisation et des capacités d'attention qui peuvent être très sélectives. Donc, la grande irrégularité inexpliquée des résultats. Leur pensée est intuitive. Elle repose sur un traitement particulier de l'information qu'on appelle le traitement simultané. Pour vous permettre de comprendre cette idée, je vais passer par le traitement d'abord linéaire de l'information. C'est ce traitement-là qui est essentiellement sollicité dans les apprentissages scolaires. Et c'est un traitement de l'information sur lequel ils ne sont pas du tout à l'aise. Donc l'enseignement scolaire fonctionne sur un raisonnement qui passe par différentes étapes. Le raisonnement déductif, où on arrive aux conséquences, le raisonnement inductif, où on arrive à remonter la chaîne pour aller jusqu'aux causes. L'EIP, lui, fonctionne de façon simultanée dans son raisonnement, c'est-à-dire qu'il a une approche d'emblée transdisciplinaire, il a une approche, je dirais, transversale, et surtout, il n'arrive à apprendre que s'il met du sens sur ce qui lui est présenté. Lorsque la pensée se met en route, son raisonnement est imaginatif. Donc ce type de raisonnement est adapté pour toutes les situations qui relèvent d'un versant complexe, pour toutes celles pour lesquelles l'approche systémique, globale et multifactorielle est la plus adaptée. Donc, elle ouvre la voie sur de nouvelles connaissances parce qu'il y a des liens qui se font et qui sont inattendus. Mais en même temps, elle est source d'échecs chez les EIP parce que face au travail scolaire, ce qu'on leur demande, c'est de fonctionner étape par étape et ça, ils n'y arrivent pas. Donc, les réponses se présentent sous forme impulsive, fulgurante. Ils répondent sans travail d'élaboration. Ils ont une pensée, comme on appelle, divergente, qui sera développée par ma collègue au niveau des adaptations. Non, qui ne sera plus adaptée. Bon, on verra. Voilà. Avec donc plusieurs solutions qui sont proposées en même temps. À chaque fois, donc, on lui pose une question, il y a toujours plusieurs réponses. Ça se bouscule toujours au portillon, si on peut dire. Il préfère donc être sur un mode déclaratif, de donner des réponses, et le fonctionnement procédural lui est difficilement accessible, ce qui fait qu'on s'aperçoit qu'il est dans un rapport dichotomique au savoir. Il sait ou il ne sait pas. Alors quand il sait d'un seul coup, c'est évident, et lorsqu'il ne sait pas, eh bien, il ne sait pas comment faire pour trouver des stratégies qui lui permettront de répondre à cette question-là. Il se trouve très démuni.
Donc, les conséquences sont observables également au niveau de la trace écrite, puisqu'il y a un décalage énorme entre ce qui peut produire à l'oral, spontanément, et la difficulté à mettre en forme sur le plan de l'écrit, parce que l'écrit nécessite un traitement linéaire de l'information. Et là, eh bien, du coup, les réponses écrites sont en général plutôt bâclées. Elles donnent peu d'éléments sur comment il a fait, voire pas du tout. Et puis, certains développent des stratégies d'évitement pour éviter d'être confrontés à cette tâche-là dans laquelle ils ne se trouvent pas à l'aise. Et ça peut aller jusqu'au blocage. On observe également un déficit de la métacognition. C'est ce que j'ai plus ou moins expliqué déjà, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment il fait, duquel découlent des difficultés méthodologiques pour organiser son travail, structurer son raisonnement, accéder aux procédures, argumenter, tout ça, il ne sait pas faire. Et même utiliser les outils, type affichage, type lutin, avec les règles pour s'aider, les règles voilà, qui sont utilisées pour s'aider. Là, eh ben, c'est pareil, il ne sait pas chercher, il n'arrive pas à le mettre à s'aider finalement face à la difficulté. Ils font également difficilement le tri entre les informations pertinentes et celles qui ne le sont pas. On appelle ça, dans le jargon psy, un déficit de l'inhibition des informations non pertinentes. Les mécanismes qui, en général, se mettent en place pour trier les informations qu'on reçoit pour rester concentré sur l'essentiel et sur son objectif, eh bien, ne se met pas en place. Ce qui favorise effectivement les idées novatrices parce qu'il a toujours un angle de vue qui est décalé, mais ça l'empêche de fonctionner lorsqu'on est sur des attentes normatives. Le mode de concentration est paradoxal aussi. Il est en lien avec ce déficit-là de l'inhibition des informations non pertinentes. Et parfois, il a besoin de fonctionner, certains ont besoin de fonctionner en double tâche, c'est-à-dire d'avoir un ordinateur, de taper dessus, de faire des recherches sur Internet, en même temps que d'écouter le cours, ou de dessiner, voilà. Enfin bref, il ne peut entendre qu'à partir du moment où il fait autre chose. Et d'autres, par contre, ont besoin de s'isoler, d'être coupés de l'environnement, parce que les mécanismes de concentration, parfois, sont aussi très labiles. Voilà. Donc l'ensemble de ces caractéristiques appellent des adaptations pédagogiques, et je repasse la parole à ma collègue. Alors, parmi les particularités du fonctionnement cognitif, on va commencer par les difficultés qui sont liées à trier les informations pertinentes et non pertinentes. Pour illustrer cette difficulté, je vais prendre un exemple de situation où on demande à un élève d'apprendre une leçon d'histoire. Alors, pourquoi l'histoire? Les leçons, 5, 6, 7, 8, 9 pages d'histoire à apprendre, à assimiler. Que va faire l'enfant? Il va apprendre, certes, comment? En premier, il va lire les documents, lire aussi ce qui est écrit sur son cahier, ou se relire si c'est lisible et si c'est possible pour lui, retenir les informations importantes d'après lui, et ensuite restituer sa leçon. Ça, c'est ce qu'on attend dans une situation d'apprentissage quelconque d'une leçon. Et ensuite, comme cet enfant a des difficultés à trier les informations pertinentes et non pertinentes, on va s'apercevoir qu'il va se perdre dans les détails et il va perdre de vue l'essentiel de sa leçon. Donc, au final, il va finir par se retrouver en échec. Ou alors, s'il refuse l'échec, puisque ça c'est très difficile aussi, accepter l'échec, il peut développer d'autres stratégies. Je vous laisse lire cette petite bande dessinée. Et donc, vous voyez que la stratégie mise en place, c'est de garder une estime positive de lui-même et donc de refuser le travail. Alors, pourquoi cet échec? Comme Florence l'a dit, les textes écrits sont... L'apprentissage à l'école est principalement linéaire et séquentiel. Donc, le texte est écrit, est organisé, les mots sont les uns après les autres et respectent un ordre. Et comme il a une pensée complexe,
divergente et fulgurante. Divergente, c'est-à-dire qu'il a énormément d'informations qui arrivent, énormément d'associations également d'idées. Vous parlez d'une notion en classe, et lui, cette notion, eh bien, ça va entraîner une autre notion, une autre notion, une autre notion. Donc énormément de sujets, et avec une telle rapidité, une fulgurance qui arrive très vite. Donc, faire le tri des informations, ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On propose, dans un premier temps, qui peut être une des solutions possibles, c'est la carte heuristique. Alors, la carte heuristique qui vient du mot grec « je trouve », car l'objectif, c'est d'inscrire l'élève dans sa propre construction et élaboration de notions. En anglais, on dit « mind mapping », et tout simplement, carte mentale. C'est une carte qui organise les informations sous la forme d'un schéma, et ce schéma est en arborescence. Il a l'avantage d'être davantage associé au modèle de pensée de l'enfant intellectuellement précoce. Elle a un double avantage. Le premier, c'est dans sa lecture. Vous voyez, elle est synthétique, visuelle. On peut y mettre des mots, des symboles, des couleurs, des images. D'autre part, l'information, on part d'une information générale pour aller vers le particulier, les détails. Les informations sont reliées entre elles sans perdre de vue l'essentiel. Le deuxième avantage est dans son élaboration et sa création, car l'élève, en la faisant, en l'élaborant, en prenant les notions lui-même d'histoire, par exemple, hein, ou d'autres, il va être obligé d'organiser ses idées et de faire ce qu'on appelle des catégories. Donc, il va commencer à prendre une première catégorie et décliner en sous-catégories, ce qui va l'amener à structurer et à organiser sa pensée. Alors, cette carte, elle mobilise à la fois la perception kinesthésique, il la crée, visuelle en la regardant et auditive en la récitant, ce qui va renforcer ses capacités de mémorisation. Et on peut penser qu'un texte, bien évidemment linéaire et séquentiel, il est hors de question qu'en classe on abandonne complètement cette présentation, mais complété sous forme ou traduit sous forme de résumé, de traces écrites par la forme d'une carte heuristique, peut aider l'élève aussi, qui fonctionne avec une pensée complexe, de pouvoir faire des va-et-vient entre les informations essentielles et les informations non essentielles. Je vous ai mis un exemple là en maternelle d'une recette, comment on est passé d'une représentation linéaire à un schéma en arborescence. Un peu plus complexe, on se noie dans les détails, mais l'avantage ici, c'est de montrer la catégorisation des moyens de transport, où effectivement, avec les couleurs, ceux qui vont dans les airs, l'eau, la terre, et ensuite des sous-catégorisations. Alors, il y a d'autres modèles de cartes heuristiques sur le site EduScol, donc notamment pour le collège. Alors ici, c'est ma carte heuristique. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête le diaporama un instant, que je remonte ma carte heuristique pour aborder une autre catégorie de mon intervention qui est débloquer l'écrit. Alors débloquer l'écrit, j'ai vu qu'il y avait une question un peu plus haut. Bon, je ne sais plus. Je vais en profiter pour apporter une petite réponse. Alors débloquer l'écrit, ici nous allons l'aborder non pas du point de vue des troubles, nous allons l'aborder uniquement quand on reçoit les travaux des élèves, on constate que ces travaux ne sont pas révélateurs de leur connaissance et de leur niveau de compréhension. Que c'est souvent effectivement bâclé, voire désinvesti, il n'y a pratiquement rien d'écrit. Alors qu'ils n'ont pas de problème graphomoteur. Ils savent écrire. Seulement, ils ont une pensée très élaborée, divergente, fulgurante. Donc, ils pensent en années-lumière et ils doivent traduire leur pensée en mots au rythme d'une locomotive. La locomotive étant leurs mains. Donc, elles n'avancent pas aussi vite qu'ils aimeraient.
Donc, je n'aborde absolument pas l'aspect rééducatif et trouble, puisque je sais que nous allons l'aborder sur l'aspect de la rééducation tout à l'heure. Il y a 2 intervenantes pour cela. Mais je vais simplement intervenir du point de vue de l'enfant en classe, quand il est face à sa difficulté, ça le freine, ça le ralentit, et il se perd dans les informations qu'il a à écrire, et il finit donc par bâcler son travail et désinvestir l'écrit. Dans un premier temps, pour rassurer, c'est important de distinguer le contenu et la forme. Le contenu est celui qui nous intéresse pour vérifier, pour évaluer, pour rendre compte, faire émerger les connaissances de l'élève. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a compris cette notion? Voilà. Donc ça, c'est la compétence qui nous intéresse et non pas la manière dont il va rendre compte de cette compétence. Alors le contenu, on peut essayer de on peut favoriser des écrits qui rendent ces connaissances, soit par des exercices photocopiés. Quand on voit que c'est long, c'est fastidieux, qu'il n'y arrive plus, bon, ben on peut simplifier un petit peu la tâche. Et des exercices photocopiés de type à trous, où il est amené à réfléchir à la réponse plutôt qu'à la manière d'y répondre. Ensuite, on peut lui proposer aussi un QCM, questionnaire à choix multiples. Surligner les réponses. Par exemple, j'ai assisté à une séance en français où il fallait identifier les types de phrases. L'enfant passait beaucoup de temps à recopier les types de phrases, alors que les surligner tout simplement permettait de vérifier s'il avait compris ou non la notion. Une interrogation orale, il peut aussi donner sa réponse oralement, soit à l'adulte, soit à un père qui peut ensuite noter, donc sous forme de la dictée à l'adulte. Et je sais, avec ménagement, de façon particulière, mais à envisager, pourquoi pas un ordinateur. Ensuite, ils n'ont pas de difficulté graphomoteur, quoi qu'il en soit. Il faut ne pas perdre de vue que l'activité d'écriture est aussi importante. Mais on va distinguer, on va faire ça à un autre temps, non pas au service de la pensée, puisque ça ne suit pas, mais sur un temps, par exemple, où on va demander à l'enfant de se concentrer exclusivement sur le geste graphique, exemple en copie, de sorte qu'il n'est pas en train de savoir ce qu'il va écrire, mais il fait attention à ce qu'il a à écrire. Et comme il manque de rigueur, de soins, on peut mettre en place des ateliers, des soutiens méthodologiques pour l'aider à s'organiser dans son cahier, dans son classeur, voire même dans sa case, pour l'élémentaire. Voilà pour l'aspect débloquer l'écrit. Je reviens sur le diaporama. Et là, nous allons poursuivre, puisqu'il manque de rigueur et de méthode. Florence nous a dit qu'il ne partageait pas les mêmes implicites. Il prend tout au premier degré, il a une interprétation littérale des mots, et donc il a besoin d'une précision absolue, et donc il faut l'aider à se représenter clairement le travail attendu. Comment? Ça passe par une démarche explicite de l'enseignement. Il s'agit, en dehors de l'objectif d'apprentissage et de la consigne, c'est de poser un ensemble de questions, tout un questionnement qui va ainsi permettre d'apporter une clarté à l'élève et en même temps l'enseignant de vérifier si l'enfant peut faire un certain nombre de tâches. Alors, les questions, je les ai mises en rouge. Qu'est-ce que tu vas faire? La première question, une fois que la consigne a été lue, on peut demander de reformuler pour vérifier qu'il n'est pas parti sur autre chose. Donc, la reformulation est une étape nécessaire.
de sorte de vérifier s'il se représente le travail attendu. Une fois qu'effectivement, il se représente ce qu'on attend de lui, comment tu vas t'y prendre? Est-ce que là, il peut s'organiser, avoir les étapes de son travail, planifier? Ensuite, par quoi tu vas commencer? Est-ce qu'il a les moyens de pouvoir démarrer? Et à la fin, quels sont les outils qui vont t'aider? Est-ce qu'il est capable de travailler en autonomie? Donc, c'est un ensemble de questions qui va permettre de rendre explicite la tâche. Alors, dans un premier temps, ça se fait effectivement oralement, mais c'est aussi de rendre explicite le travail attendu par des fiches. Là, ici, nous avons une fiche de lecture qui est présentée de façon linéaire et séquentielle, de sorte que l'élève, quand il a un travail à faire, qu'il ait une sorte de guidage, qu'il ne soit pas livré dans ses pensées, qu'il ait un appui visuel, des accroches visuelles, étape par étape, il barre. Ou alors, on peut lui proposer également une tâche davantage présentée sous forme d'une carte heuristique. Et donc, il a des recherches à faire, des recherches dans le dictionnaire. Voilà. Et là, c'est à lui de planifier son travail. Mais ce qui est très important, c'est de voir que le travail doit être mené à terme et rendre compte de son travail. Nous avons aussi des situations où qu'est-ce qu'on attend de l'enfant au niveau de fixer des objectifs. Voilà ce qu'on attend de ton cahier, que les feuilles soient bien collées. Enfin, on prend un objectif. Et ce qui va être important, c'est de rendre compte de cet objectif et de faire le point avec le professeur. Alors ici, bien sûr, c'est un trimestre, premier trimestre, mais c'est beaucoup trop long. Certains enfants ont besoin de faire le point avec leur professeur sur ces objectifs, des temps de rencontre, un échéancier, de sorte qu'on ne les lâche pas et qu'on fasse un point qui soit formalisé. Les réponses intuitives et impulsives, effectivement, il n'a jamais appris à apprendre. Il sait lire à 5 ans, à 6 ans, il sait résoudre des problèmes de situation de la vie. Mais comment tu sais tout ça? Il sait qu'il sait, tout simplement. Donc, il faut l'aider à explorer ce qu'on appelle son processus de raisonnement. Alors, l'aider à prendre conscience, comme l'a dit Florence très rapidement, sur les stratégies d'apprentissage. Comment tu le sais? C'est là qu'il va répondre, bien, je le sais. Mais surtout à la question, comment tu as fait? À partir de là, c'est plus la même chose. Un résultat trouvé nécessite non pas tout de suite de valider le résultat. Il ne s'agit pas de dire « Ah oui, c'est ça ou ce n'est pas ça ». C'est un résultat trouvé. On va vérifier comment on fait pour trouver ce résultat. Et là, on met en place tout le processus, la démarche, la procédure qui permet de l'atteindre. Et c'est sur ces procédures-là qu'il va pouvoir s'en appuyer. Et la fois prochaine, s'il ne sait pas, il sait qu'il va pouvoir s'appuyer sur ces procédures. Les aménagements possibles. Alors, il y a possibilité de suivre certaines disciplines dans une autre classe. Des décloisonnements par matière, c'est ce qu'on trouve le plus souvent en élémentaire. Donc, on peut travailler la compréhension de lecture et on fait des groupes de niveaux. Trouver sa place dans une classe à double niveau. Personne référente pour dialoguer et écouter. C'est ce que vous a dit tout à l'heure Monsieur Delamarre. Ce sera intéressant effectivement dans chaque établissement, dans chaque école qui est une personne ressource. L'inscrire dans des ateliers complémentaires, culturels, sportifs et scientifiques, car il a besoin d'être nourri. Et l'inscrire dans des activités de délégués, tutorat, responsable de projet, afin qu'il soit davantage en coopération avec ses pairs et rompre avec la compétition.